Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'On Jase là, l'émission où on parle d'un nouveau sujet à chaque semaine. Marc-André au micro cette semaine pour animer. Et comme d'habitude, je suis entouré de Clarence. Allô! Comment ça va, Clarence? Ça va très bien. Good. T'as l'air rayonnant de bonheur. Je suis rayonnant de bonheur, puis ça tombe bien parce que c'est de ça dont je vais vous parler. Ah ben, il qu'on des concepts. Puis justement, pour propager le bonheur cette semaine, on reçoit à nouveau Simon Normand. Salut! C'est mon plus grand propagateur de bonheur, c'est mon préféré. Je suis une éponge de bonheur et je la relâche à chaque fois qu'on me Qu'on squeeze. Qu'on me squeeze, effectivement. Bon ben, sur ce départ sur les chapeaux de roue, d'abord je veux vous rappeler que Simon était là la semaine dernière pour parler de bière artisanale au Québec et ailleurs dans le monde aussi. Donc voilà, donc il va être avec nous encore une fois pour discuter. Puis là, Clarence, justement, tu nous parles de bonheur. Fait que pour une fois, notre émission, pour 2 semaines de suite, on va être dans juste l'optimisme, puis ça va bien aller, puis on n'ira pas dans le négatif comme on fait d'habitude. Là, Écoute, Marc... on enlève les briques du mur vers lequel on fonce. Là. Exactement, écoute, je te dirais même que le bonheur tel que je vais vous le présenter aujourd'hui est devenu un devoir. Il est devenu impérieux, c'est devenu notre but ultime dans la vie. Donc oui, je confirme, c'est exactement vers ça qu'on s'en va. Ce qu'on oublie, c'est que tandis qu'on enlève les briques du premier mur, ben on fonce dans un deuxième derrière. Ah. Puis c'est exactement de ce mur-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Le mur du bonheur. Le mur du bonheur est ce qu'il dissimule. Tan, tan, tan. On a un bruteur cette semaine. Ah, écoute, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ben oui, en fait, je vais vous parler en fait d'un sujet bien précis en fait dans l'intérieur de cette conception-là même du bonheur. Je vais m'attarder tout particulièrement cette semaine sur ce qu'on appelle la psychologie positive. Juste comme ça, je vous dis psychologie positive, les deux mots pris l'un à la suite de l'autre. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous deux? Juste comme ça. Moi, je vois un cover de Châtelaine. genre 15 trucs pour être heureux ou ces affaires-là. Ouais. J'y avais pas pensé, mais moi c'était plus simplement juste l'idée qu'il faut toujours être positif dans la vie, Ouais. sinon ben on boira du noir. Ouais. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Eh ben non, effectivement, mais je vous dirais que vos deux conceptions, les deux images que vous me donnez, ben je vous dirais que ça donne à peu près une image de ce que c'est 70% des assais scientifiques de la psychologie positive. Je savais que Ah, on est Châtelaine proche. Vous êtes vraiment proche. Donc, Châtelaine est à blâmer. Châtelaine est toujours à blanc. À une certaine époque, c'était pas super. En tout cas... Attends, je pense qu'on va faire un épisode spécial. Clarence, tu lisais le Châtelaine dans le temps? Non! À l'époque où je n'étais pas encore né. Mais donc c'est ça, je m'en viens donc vous parler de ce phénomène-là et surtout de vous parler de ses ramifications au-delà de la psychologie. Parce qu'il est à savoir quand même que si on parle de psychologie positive, ça vient pas de nulle part, c'est un courant de la psychologie. Ce phénomène-là donc de psychologie positive, sauf que lorsque on s'attarde plus particulièrement aux origines de ce phénomène-là, on se rend compte qu'il y a des affaires qui sont, pardonnez-moi l'expression, un petit peu croches. Puis pour être un peu plus précis, malgré nos blagues de Châtelaine, puis Ouais. ça, comment tu nous décrirais ça, ce qu'est la psychologie positive? Ben, je vais commencer par vous expliquer d'où est-ce que ça vient. Ok, parfait. Et là, on va faire un saut dans le temps, on va monter au début des années 80. Qui a dit « There is no such thing as society ». Ah, ben là. La société n'existe pas. Ah ben là, ça c'est... Je veux dire, j'ai le background parfait pour savoir ça, mais c'est Margaret Thatcher, cette chère Margaret. Cette chère Margaret. Ancienne première ministre du Royaume-Uni. Madame de Fer. La Dame de Fer, Miss Maggie, comme l'a avantageusement nommé Renaud dans l'une de ses tunes. Donc, au début des années 80, on le désigne particulièrement cette période-là comme le début de ce qu'on appelle le néolibéralisme appliqué à des politiques gouvernementales. Et c'est porté effectivement par Margaret Thatcher.
au Royaume-Uni et plus largement en Europe. À la même période, aux États-Unis, c'est Reagan avec son élection. Ronald. Comment? Ronald. Ronald Reagan. Dont la politique entretenait une très grande proximité idéologique avec celle de Thatcher. Une période sous sa présidence qui était marquée par les mises en place de politiques d'austérité, par une apologie du néolibéralisme. Reagan qui était lui-même très proche de certains milieux conservateurs, mais ultra-religieux conservateurs aussi. On se rappelle peut-être de sa proximité avec les milieux des télévangélistes qui sont en pleine effervescence à cette époque-là. Mais plus ça change, plus c'est pareil, hein? Écoute, c'est ça. Qui tourne, hein? Ouais. Exactement. Et à cette période-là, donc dans les années 80, on a deux champs des études des humanités qui traversent pas nécessairement une forme de crise, mais qui patinent un peu, qui stagnent un petit peu, puis qui sont en quête de renouvellement. Ces deux champs-là, c'est le champ de la psychologie et le champ de l'économie. Il est à savoir que ça se passe plus dans les milieux académiques de recherche brute que ça se fait. C'est pas quelque chose qu'on observe dans la vie de tous les jours en société. On est déjà bien assez occupé à dealer avec les politiques d'austérité. On va pas compliquer ça encore plus. Donc, comment ces deux champs-là manquent de renouvellement? Dans le cadre dans un premier temps, en psychologie, le milieu académique lié à la psychologie est en train de devenir le théâtre de lutte intestine entre les psychologues adeptes de différentes écoles de pensée. De manière très superficielle, on peut penser à la psychologie humaniste contre la psychologie cognitive et behavioriste. Donc, ces luttes-là vont faire en sorte que le milieu de la psychologie académique va souffrir d'un manque qui va l'amener à remettre un peu en question son but ultime qui était jusqu'alors de juste apporter un remède aux patients de façon englobante et universelle sur la souffrance. Et d'un autre côté, dans le milieu économique, on commence à observer une certaine vacuité dans le critère d'utilité appliqué à l'économie. Le critère d'utilité, il commence à souffrir donc d'un manque de crédibilité et de validité en tant que facteur économique. Donc, désormais, pour prendre un exemple, là, on va de plus en plus éprouver la difficulté à allier le concept de l'argent et le concept d'utilité. Donc, on va ressentir un manque derrière le fait de faire de l'argent à travers quelque chose d'utile, donc quelque chose d'utilitaire. Et il y a une branche de l'économie qui va se développer à cette époque-là de manière très, très, très discrète dans un premier temps, qui est la branche des économistes du bonheur, qui commence à considérer que le bonheur... C'est deux mots qui vont pas ensemble. C'est ça, exactement. Du bonheur, là. Donc déjà là, ça commence à devenir un peu... Ça va mal. C'est ça commence à devenir un peu houleux comme sujet à aborder, comme manière, disons, d'appréhender le sujet, mais ça reste encore assez discret. Mais il y a cette école de pensée-là, dont les économistes du bonheur font la promotion, qui commencent à considérer le bonheur comme un facteur de viabilité économique et de crédibilité économique. OK. Sauf que les deux ressentent un même problème. Ils ont pas un même problème. Il y a la difficulté à s'imposer comme des sciences objectives. Ça, mais on peut s'étonner de ça, même d'un champ comme l'économie, qui avait depuis des dizaines, voire des centaines d'années maintenant, une bonne centaine d'années à tout le moins, le prétexte de la main invisible, donc qui donnait une espèce d'aura d'objectivité au champ économique, mais même à ça, c'était pas assez. Ces deux disciplines-là sont devenues trop prisonnières de la part de relativité que recèlent ces deux disciplines-là. Par contre, à la fin des années 90, on va commencer à établir un lien d'interdépendance entre la psychologie et l'économie. Là, je vous disais que ça commençait à devenir un petit peu croche. Là, on sent que ça prend une tangente qui est comme plus ou moins... qui augure rien de bon, disons. Et ça va se concrétiser au début des années 2000 par les efforts de deux personnes en particulier. La première personne, c'est Richard Layard.
Richard Layard, qui c'est pas un deux de pique, c'est un conseiller politique de Tony Blair entre 1997 et 2001. Il a été directeur du Center of Economic Performance de la London School of Economics entre 1993 et 2003. Et depuis 2003, il est superviseur d'un programme à la London School of Economics qui s'appelle le Wellbeing Program. OK. Et c'est lui qui va effectuer, qui va institutionnaliser, si on veut, le problème de la... Comment je dirais ça? De l'utilité qui est plus suffisante pour légitimer pour s'incarner en tant que facteur économique. Mm-hmm. Donc ça, c'est du côté économique. Du côté de la psychologie, on a un psychologue un psychologue qui s'appelle Martin Seligman, qui, depuis le milieu des années 70, est un auteur très prolifique, auteur entre autres d'ouvrages traduits en français qui parlent d'eux-mêmes, La force de l'optimisme, La fabrique du bonheur. Il a écrit un essai sur l'impuissance qu'il a lancé dans le milieu psychologique aux États-Unis. Si c'était sur l'impuissance, il n'a pas dû le lancer bien loin. Je m'excuse, fallait que j'attende. C'est parfait. Au moins ça met un sourire. Bon, tu vois. Donc c'est ça. Il a été donc président de l'American Psychological Association. Et c'est lui qui est considéré un peu comme le fondateur de ce qu'on appelle la psychologie positive. Il va écrire en 2000 dans la revue American Psychologist un texte qui s'appelle Manifeste introductif à une psychologie positive. Et il va la présenter d'une part de manière plutôt touffue, disons-le comme ça, de manière un peu... pas trop clair, mais la rhétorique qu'il va employer est celle quasiment biblique, en fait. Il se déclare, il arrive donc lors de à l'American Psychological Association, donc il présente son projet et il emprunte donc la même rhétorique qu'il empruntait dans le manifeste. Et juste pour vous donner une idée, je cite textuellement son manifeste. La psychologie positive m'a appelé exactement comme le buisson ardent appela Moïse. C'est pas l'ail. Ouais. Non, effectivement. C'est pas un petit 7-Up flat, ça là. Non. Et donc, c'est dans les lignes de cet article-là de l'American Psychologist qui va définir la psychologie positive. En gros, donc, pour répondre à ta question initiale, Marc-André, la psychologie positive, tout d'abord, c'est une science qui conçoit le bonheur individuel comme une question de perception individuelle, de regard sur le monde. Okay. Selon la psychologie positive, le bonheur ne dépend que de la manière dont on voit le monde. Fait que toute cause externe, c'est de la bullshit, là où tu viens, tout l'environnement autour de toi, Enfin, c'est l'idée, c'est ce que je vois déjà le lien avec l'économie, c'est l'idée extrême de there's no such thing as society. S'il n'y a pas de société, ça peut pas avoir d'impact sur toi individuellement, donc tu peux être heureux par toi-même. Ouais. Viens-tu de résumer toute ton émission? Tu sais qu'est-ce que j'aime avec Marc-André Simon, c'est que je peux dire une phrase, puis il me demande sur à peu près l'ensemble de ma chronique. Ben, je m'excuse, là. Non, mais c'est pas... Ça veut dire que t'as bien mis les blocs de construction. Ouais, non, c'est ça. Mais... Ça prouve qu'on érige bien notre mur depuis le début du podcast, je pense. On est devenu un petit peu trop habitué, je pense. Fait que là, il y a du monde qui croit à ça? Ben... Après moi! Mais il y a du monde, effectivement, qui croit à ça parce que, je vais revenir un petit peu plus tard, mais c'est un milieu excessivement lucratif. Ah, j'en doute pas. Ouais. J'en doute même pas. La science, le statut de science que sous-entend la psychologie positive suggère que pour atteindre le bonheur, il faut modifier notre regard sur le monde et il faut qu'on fasse ce processus-là au niveau individuel. Il faut s'entraîner à voir le monde de façon positive. Et j'insiste sur le terme d'entraîner. Le changement climatique, ça va être bon, il va faire moins frais tout l'hiver. Ouais. Ben oui, c'est une manière de voir le monde de manière très très positive parce que ou se fermer à voir le monde. Ouais, c'est ça. Ben exactement. Le seul truc, c'est que
comme tu disais tantôt, Simon, Seligman, il se prend pas pour un 7-up flat parce que, selon lui, la psychologie positive est un concept qui a le potentiel de définir les conditions psychologiques nécessaires à la définition de l'individu sain. Ouais. C'est un peu la philosophie qu'on pourrait résumer par un titre d'un livre que le Québécois Pierre Morancy a fait paraître il y a quelques années. Demandez et vous recevrez. Ben Ouais. oui. Demande le bonheur à la vie va te le donner, la vie te le rendra. Ça fait, depuis le début des civilisations humaines, personne n'y avait pensé. Ouais, non, Non. je pense que, tu sais, tous les textes bibliques, justement, tu sais, comme, propagez le bonheur, ne tuez pas votre prochain et aimez-le. Je pense que c'était, tu sais, comme, ça revient assez souvent dans les textes ésotériques, disons-le. Mais non, l'idée que ça marche pour de vrai, fallait attendre que ça soit Monsieur Soliman. Monsieur Soliman détenait la vérité. Ouais. Il a fallu l'attendre. Ce grand gourou. Ce grand gourou de la psychologie positive qui maintenant, comme je vais développer un petit peu là-dessus un peu plus tard, mais comme je disais tantôt, Marc-André, c'est un milieu qui est excessivement lucratif parce que il est à savoir que le domaine de la psychologie positive, dès ses premiers temps, rencontre un écho favorable d'à peu près toutes les sphères de la société. C'est un... Je pensais qu'il n'y avait pas de société. Ça, c'est l'une des nombreuses contradictions de la psychologie positive, puis j'ai très hâte de vous en parler. Paradoxe! Ah, puis croyez-moi, des paradoxes, il y en a. Donc oui, c'est un domaine donc, c'est un champ d'expertise qui va tranquillement faire son chemin, tranquillement, mais rapidement, il va faire son chemin donc, dans certaines grandes institutions sociales. On pense par exemple aux universités où il y a des champs de recherche, des chaires de recherche en santé positive qui vont être ouverts, qui vont être fondés au cœur des entreprises, bien entendu, qui vont voir dans cette manière de façonner la psyché de l'individu, qui vont voir à travers ça une opportunité pour créer des programmes et des entraînements capables de façonner à leur tour leurs employés afin d'améliorer leur productivité et travailler leur rentabilité. Ben, je vois un beau lien avec l'épisode qu'on a fait il y a quelques semaines sur la culture du travail à l'extrême. Exactement. Qui est justement l'étape logique suivant dont tu nous parles aujourd'hui, là, de pousser ça encore plus, Mais... travail, tu vas être heureux, tu vas avoir du bonheur parce que c'est toi, tu sais. Mais moi, je sais pas pourquoi tu parles de ça, puis tout ce que j'ai en tête, c'est le film Les hommes qui regardaient les chèvres avec George Clooney, Jeff Bridges et Ewan McGregor. Ah oui! Et oui. où Jeff Bridges se fait une filiale à l'armée où il consomme excessivement trop de drogue et pense de développer des pouvoirs psychiques au travers leur bonheur et la sainteté, leur union avec la terre et les autres. Ouais. C'est un peu cette mentalité-là qui est complètement folle et fausse. Tu sais qu'est-ce que j'aime avec Simon, Marc-André? Ouais. C'est que c'est le deuxième épisode auquel il participe, il trouve que lui-même quand même le moyen d'avancer sur quelque chose dont je voulais vous parler. Parce que je suis très content en fait que tu mentionnes cet exemple-là de ce film-là, parce que quand je disais tantôt que certaines initiatives liées à la psychologie positive rencontrent un écho favorable et incarnent donc un domaine excessivement lucratif. Quand je parlais d'entreprise il y a 2 minutes, les programmes d'entraînement qu'on fonde, ça va pas seulement toucher les programmes à l'intérieur de l'entreprise. Ça existe. Le meilleur exemple qui existe probablement, c'est Coca-Cola, qui a dans toutes ses filiales, dans toutes ses succursales à travers le monde, un institut qui s'appelle le Coca-Cola Institute of Happiness, qui possède pour chacun des baromètres du bonheur qui prennent la forme de rapports soumis chaque année pour chaque pays pour donner un indice du bonheur manifesté par ses employés au sein de l'entreprise. Ça, il calcule ça comment? C'est sur quoi il se base? J'ai hâte de t'en parler. C'est quoi la méthodologie? Là? Écoute, je vais être très franc, la méthodologie à l'intérieur du cadre entrepreneurial, je n'ai pas d'exemple. J'ai un exemple par contre pas nécessairement de manière dont ils s'y prennent pour mesurer le bonheur, parce que ça c'est un élément qui est très 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 important. L'un des postulats de la psychologie positive, c'est que le bonheur incarne une valeur quantifiable,
universel dont le degré, dont le niveau est censé donner une information fiable sur l'activité, la rentabilité et la santé des individus dans le cadre des individus qui évoluent dans un cadre donné. Fait que si moi, ce qui me rend heureux, c'est de pas être rentable, de pas être productif, puis de rien faire, je fais pas dans le moule. Ben, Selon la psychologie positive, tu vois, ça c'est une bonne colle en fait, parce que je peux même pas considérer ça comme comme des émotions négatives. Ce que postule la psychologie positive en fait, c'est que les émotions négatives sont un symptôme d'une psyché défaillante. Ok. oh boy. Et donc là, tu sais, quand je disais que c'est... C'est ça, ta mère vient de mourir, mais c'est à cause de ta psyché. Ouais. C'est comme, t'as pas d'émotion, sinon... Absolument. C'est à toi d'être heureux, pareil. Ben oui. Voilà. Parce que embouteiller des bouteilles de coke, c'est la plus belle chose. Voilà bien là-dedans. Elle a rejoint un nouvel Mhm. univers. Mais t'as perdu ta mère, mais hey, il faut que tu sois heureux. Absolument, parce que l'idéal de la psychologie positive, c'est de faire en sorte que le potentiel de l'individu soit maximisé. C'est en ça un peu qui vient combler le manque dont souffrait le champ de la psychologie académique dans les années 80. Maintenant, on se contente plus de trouver un remède à la souffrance. Il faut aller au-delà de la souffrance. Il faut prendre en charge l'individu dans son bonheur. Fait que, je vais te penser à une couple d'affaires, là, Ouais. que tu viens de dire. Vas-y. On retourne dans le contexte de quand ça a commencé, mais, tu sais, vraiment à être plus mainstream à la fin des années 90, début 2000. Ouais. Depuis le début des années 90, on voit une stagnation des salaires en Occident, en Mhm. général, surtout aux États-Unis. Ouais. Fait que là, t'as des entreprises, des grosses entreprises à la Coca-Cola qui viennent justement embarquer à fond dans cette affaire-là de si t'es pas assez heureux, c'est parce que tu vois pas ça de la bonne façon. Si ça fait genre 4 ans que t'es là pis que t'as pas eu d'augmentation de salaire ou de quoi de même, la compagnie, ce qu'elle va te dire, c'est parce que t'étais pas assez heureux. Ouais. C'est ça. Notre productivité a augmenté de 100%, mais t'es pas assez heureux. Oui. Fait que c'est ça que ça fait dans le fond, c'est que tu peux pas, même comme employé, tu peux pas venir blâmer ton corps d'en haut de toi qui est la compagnie ou la structure de travail parce que c'est pas ça qui va faire que tu vas être plus heureux. Mais je pense que maintenant, avec le fait qu'on a légalisé le pot, tout le monde va être plus heureux là-dessus. Fait que- Ah, c'est sûr. L'usine Coca-Cola au Québec, elle va être beaucoup plus Elle va être rentable d'un point de vue bonheur. D'un point de vue bonheur, mais Puis tout le monde sait que les institutions qui ont été fondées après la légalisation du cannabis au Canada fonctionnent très bien. Oui. Ça va certainement apporter beaucoup de bonheur, ça. Ben oui. Mais pour reprendre ce que tu dis, Marc-André, c'est tout à fait ça. Parce que selon la psychologie positive, c'est le bonheur qui explique le succès professionnel et non le contraire. Fait que ce que je trouve quand même fascinant, c'est, puis on retourne un peu à la base du néolibéralisme, il y a toujours le côté dans le discours néolibéral de prendre ses responsabilités. Oui. Parce que justement, comme individu, dans le fond, d'assumer ce que tu fais comme individu, mais c'est parce que ça vient tout enlever les responsabilités des compagnies Ouais. Tout à fait. ou des institutions Ça ou les peu importe le responsabilités. cadre qui est tout ça, parce que tout est mis sur l'individu Ouais. Ils sont complètement déresponsabilisés. complètement. Ouais. Mais il y a une Mais- part là-dedans que je trouve ça que je trouve peut-être un peu véridique. C'est tu vas travailler mieux si tu aimes ce que tu fais. C'est Et sûr. si tu prends plaisir à faire ce que tu fais, c'est sûr que tu vas être heureux. Si tu travailles chez Coca-Cola, par exemple, puis t'aimes pas ça, regarder des petites bouteilles défiler sur un trait électrique juste pour t'assurer qu'ils sont pas cassés, ben c'est normal que tu sois pas hyper productif, t'aimes pas ta job. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Quelqu'un qui va aimer sa job, Ouais. ben il va prendre plaisir puis il va être plus performant. Il y a une part de C'est ça, mais c'est parce- là-dedans de normal. Mais le problème de ce discours-là, c'est que ça enlève toute responsabilité C'est ça sur qui- l'entreprise. Exactement. L'entreprise va jouer autant dans le positif que dans le Ouais, négatif. c'est ça qui est dangereux là-dedans. C'est l'un des dangers premiers qu'on observe dans le développement et l'instauration d'une telle philosophie d'entreprise qui promeut la psychologie positive, parce qu'en fait, comme tu viens de le mentionner, Marc-André, ça détruit tout trait politique et social. Toute contingence extérieure est écartée pour expliquer le bonheur ou le malheur. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un autre paradoxe là-dedans où,
quand t'es pas heureux, quand t'es malheureux, justement, ça va être de ta faute. Mais je suis convaincu que ces entreprises-là vont se servir de leur sondage de bonheur et d'à quel point ils sont populaires pour recruter du monde et dire regardez comment qu'on fait bien ça, nous, comme compagnie. Fait que quand le monde est heureux, c'est grâce à eux. Quand ils sont malheureux, c'est pas de leur faute. C'est ça. Ben, c'est un peu. On peut faire un lien limpide avec le sujet que tu nous as présenté il y a 3 semaines, là, je pense maintenant. Le fait que c'est plus l'entreprise qui travaille pour donner un cadre dans lequel, comme tu le mentionnes, Simon, l'employé va éprouver une certaine forme de plaisir ou une certaine aisance, bref, va éprouver du bonheur à faire son travail. Maintenant, c'est le contraire. C'est l'employé qui doit travailler sur lui-même pour éprouver ce bonheur-là et en faire bénéficier l'entreprise. Je reprends l'exemple du Coca-Cola Institute of Happiness. Le baromètre du bonheur, là, c'est pas un baromètre qui mesure la quantité de bonheur que l'entreprise... Oh, c'était louche! Non, mais j'essaie d'imaginer, c'est-tu des litres? C'est-tu des kilos? Non, mais je pense que ça marche c'est comme... des centilitres. Non, je pense que ça marche comme les 4 maisons à Poudlard. Tu sais, ils ont des points, des sabliers avec... je pense que ça marche comme ça. Il y a une coupe à la fin de l'année. Puis il y a une coupe, oui, puis l'usine Coca-Cola qui a fait le plus de bonheur reçoit le trophée. Ah, c'est une grosse bouteille de coke. Oui. C'est ça le trophée. Avec ton nom dessus. Avec ton nom dessus. Un beau gros Coke Zéro. Ça tombe bien, c'est la note qu'on leur donne. Mais ces baromètres-là ne mesurent pas la quantité de bonheur que l'entreprise, encore une fois, pour reprendre ma métaphore excessivement boiteuse, injecte dans l'entreprise. C'est la quantité de bonheur que les employés manifestent. Il n'y a absolument rien qui donne un indice de l'origine de ce bonheur-là. Il vient de l'employé, mais comment il le développe, on sait juste que c'est amené à sa sphère strictement individuelle. Mais comme tu le disais plutôt, Marc-André, le bonheur relève d'une responsabilité et ça entre tout à fait en ligne de compte avec ce que tu as dit également tout de suite après. C'est le fait que si tu n'es pas heureux, c'est ta faute. C'est honteux de ta part de ne pas faire les efforts nécessaires pour outrepasser l'impact psychologique de la mort de ta mère. Ouais. Il faut que tu travailles sur toi-même pour voir le monde de manière positive, pour augmenter ta rentabilité et par une espèce de rétroaction, en éprouver du plaisir et du bonheur après. C'est assez tordu comme conception du travail. Vraiment. Mais le fait est que, et là j'arrive avec des chiffres, j'adore les chiffres, pour illustrer à quel point c'est rentable. Parce qu'il est à savoir que les chantres de la psychologie positive se sont vus grassement subventionnés par des compagnies privées. Et ce, très tôt dans la présentation du projet. Martin Seligman, lorsqu'il a présenté donc sa philosophie donc, de la psychologie positive à l'American Psychological Association, ben déjà, ça lui a valu la présidence de cette association-là. Et 2 ans plus tard, il y a la John Templeton Foundation dont il avait fait l'éloge dans sa présentation. La John Templeton Foundation, c'est une fondation ultra conservatrice qui a des ramifications religieuses aux États-Unis, on est donc surpris, qui va financer Seligman dans ses recherches sur la santé mentale à la hauteur de 2,2 millions de dollars en 2002 et il va récidiver en 2009 avec des subventions de 5,8 millions. Dans les initiatives et recherches autour de la psychologie positive en 2002, donc 2 ans après le manifeste introductif à la psychologie positive, atteignait un financement total seulement aux États-Unis de 37 millions de dollars. Et donc, la psychologie positive, à partir de là, va commencer à investir dans plusieurs milieux. Je l'ai mentionné tantôt, l'entreprise, les milieux universitaires, mais pas besoin d'aller chercher des milieux vraiment nichés pour retrouver des exemples, donc des déclinaisons de la psychologie positive. L'un des meilleurs exemples, c'est les livres de croissance personnelle. Et j'ai quelques exemples au Québec. Je l'ai mentionné un petit peu tantôt, il y a Pierre Morancy, qui est l'auteur de Demandez, vous recevrez, qui est un auteur à succès depuis le milieu des années 2000. Quoi d'autre? Il y a l'école Bordelot aussi.
qui est une autrice vraiment prolifique, qui a publié dans les dernières années Zénitude et Double Espresso, L'art de se réinventer, Respire et Vivre, c'est guérir. C'est Pourquoi vraiment... ils ont tout le temps des titres niaiseux? Mais Mais je pense qu'il y a une part là-dedans qui va aller chercher vraiment beaucoup les personnes qui sont peut-être un peu naïves puis qui sont faciles à accrocher là-dessus. Mais je pense qu'il y a une part de naïveté là, surtout aux États-Unis, dans le contexte 2002. C'est post-World Trade Center. Il y a... La majorité des Américains ont été énormément affectés. En fait, la majorité du monde a été affecté par ça. Ben, l'Occident. L'Occident en général a été bouleversé et d'après moi, on cherche à retrouver le bonheur. Il y a une forme de recherche, peut-être placebo même, puis pour se protéger justement des horreurs du monde. Vous en avez parlé au travers d'autres chroniques, mais on a le réchauffement climatique maintenant, on a les crises économiques du début des années 2000. L'instabilité politique récente, il y a une nouvelle technologie. Et voilà. Limite, mais c'est ça, il y a tout ce contexte-là qui fait en sorte que, qu'est-ce qui fait notre bonheur? Ça devient de plus en plus instable également. Donc, il y a toutes ces gamiques-là qui peuvent se faire pour justement créer une espèce de mur comme celui que vous êtes en train de rentrer dedans. Mais je trouve ça intéressant que tu mentionnes cette instabilité à l'échelle mondiale parce que ça illustre la globalisation, la généralisation de ce phénomène-là, à quel point la psychologie positive s'est rapidement imposée comme une réponse à cette instabilité-là. Marc-André, tu mentionnais un petit peu plus tôt qu'au début des années 90, les salaires avaient stagné en Occident. Ça commençait à ça commençait, mais dans les 30 dernières années, on regarde les barèmes économiques, puis tout prouve, tout temps à démontrer que c'est effectivement le cas, puis que on est là-dedans depuis 30 ans. Là, notre génération, elle est là-dedans. Et je pense pas non plus que ce soit anodin que l'une des déclinaisons de la psychologie positive, ce soit dans la manière de le mesurer à l'échelle, comme tu dis, internationale des nations. Je le mentionnais, je pense, il y a 3 semaines, lorsque tu as fait ta chronique sur la tyrannie au travail. De la culture du travail à l'extrême, c'est le bonheur national brut, qui est un genre de PIB du bonheur. Le bonheur national brut, en fait, il a été adopté pour la première fois au Chili pour prendre le pouls auprès de sa population des politiques néolibérales héritées des économistes d'où? De Chicago! Des politiques néolibérales qui faisaient la promotion de tout ce qui est austérité, on coupe dans les services publics, la spéculation financière, etc. L'espèce de la base théorique du néolibéralisme vient vraiment de là, puis de ce qu'on appelle aussi le consensus de Washington, qui est dans le fond le néolibéralisme en termes de politique pour le développement. Oui. Donc, qui a été fait, un des premiers cas justement, ça a été le Chili des années 80. C'est là que ça s'est fait, donc l'espèce de principe de privatiser justement toutes les compagnies qui ont été nationalisées par un État, des trucs comme ça. Favoriser l'industrialisation, je pense qu'il y a plein d'autres politiques, je les oublie un peu, là, mais ça vient de là justement. Donc le Chili, c'est un cas parfait. Je suis pas surpris que ça parte de là. Et je pense pas que ce soit anodin lorsqu'on observe la postérité, la postérité donc de cette manière-là de mesurer le bonheur, parce que de nos jours, on regarde l'ensemble des pays occidentaux, même si l'accent est encore bien plus mis sur encore le PIB. Il y a des rapports qui sont lancés chaque année aux Nations Unies qui font état du bonheur national brut. Donc, il y a cet indice-là qui est mesuré chaque année et c'est présenté dans certaines des grandes conférences à l'ONU. Non, mais moi, est-ce que ça se peut que au Québec, est-ce que tu as une donnée sur quel est le PIB du bonheur, si on veut? C'est une excellente question. Est-ce que, puis, question comme ça, à part, tu sais, comment qu'on calcule ça, tu sais, c'est-tu Guy Nantel qui va dans les rues et qui l'argent, tu sais, comment qu'on gère quelque chose comme ça? Encore une fois, comme je le disais tantôt,
Je pense pas que les entreprises ou les nations font état de la manière scientifique de mesurer ça parce que, encore une fois, il y a eu énormément de critiques. La psychologie positive, a été la cible d'innombrables critiques sur sa méthodologie. Et il est plus connu des milieux académiques. C'est plus connu des milieux académiques la manière qu'on a de mesurer le bonheur, disons, à l'échelle individuelle. Ça rentre en parfaite adéquation avec ce qu'on appelle la psychologisation du bonheur, donc tout ramener à la responsabilité strictement individuelle, qui détruit conséquemment toutes les contingences politiques, sociales, sociétales, etc., etc. Le but, c'est pour tout un chacun de paraître, de bien paraître, de paraître heureux. Il y a des études qui sont sorties qui prouvent que ce qui est important, c'est pas nécessairement de se sentir heureux, c'est de paraître heureux. C'est ça, il y a une grande différence entre paraître et être. Ben justement, par contre, l'un des postulats de la psychologie positive, c'est de pouvoir mesurer à l'échelle individuelle de manière quantifiée le bonheur. Okay. J'explique. Le bonheur à l'échelle individuelle, si on ramène ça sur une base de 100, il serait séparé en fait en 3 ramifications. La première ramification, c'est la génétique, qui serait responsable d'à peu près 50% de la mesure du bonheur. Il y aurait un 40% qui serait dû aux facteurs cognitifs et émotionnels. Ce 40%-là, selon les postulats de la psychologie positive, c'est le champ d'action de l'individu. C'est dans le cadre de ce 40%-là que l'individu va pouvoir travailler sur lui-même pour changer sa vision du monde. Le 10% restant, c'est les facteurs extérieurs. Donc ta mère qui est morte. Mais en même temps, dans ton 40% cognitif, j'imagine que le milieu dans lequel tu as grandi puis le milieu dans lequel tes points va avoir un impact là-dessus aussi. Non. Non, pas du tout? Non. Okay. Ça rentre dans les facteurs extérieurs. Ça rentre dans les contingences extérieures dont la psychologie positive postule qu'il n'occupe qu'une très très maigre part dans le développement du bonheur individuel. Si faible qu'elle en devient négligeable. Mais t'as quand même un 60% que t'as aucun contrôle. Je veux dire, le 50% de génétique, t'as aucun contrôle là-dessus. Là. C'est quand même une énorme partie. Qu'est-ce que ça veut dire, la 60% de génétique? C'est 50%. 50%, mais quand même, c'est ton apparence, c'est ta manière de réagir à certains trucs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une partie qui doit venir du développement de ton cerveau, tu peux disposer à certains problèmes de santé mentale, j'imagine ça a un impact sur ta perception du bonheur, mais... La perception du bonheur, elle est tributaire de la perception individuelle. C'est une rhétorique. Je vous écoute parler, puis c'est vrai qu'on est tenté de rentrer, d'aller creuser pour voir à quelle couche scientifique à quelle couche scientifique on peut buter, mais il est à savoir que ces rhétoriques-là sont extrêmement simplistes. Et comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, c'est truffé de paradoxes. Par exemple, pour reprendre donc ta remarque, Marc-André, sur la responsabilisation extrême du bonheur individuel ramené à soi-même, je mentionnais tantôt que ne pas accéder au bonheur, ça pouvait entraîner donc un sentiment de honte. Le malheur est vécu comme un opprobre, comme une tare, comme quelque chose qu'il faut absolument tasser parce que sinon, on s'expose à la stigmatisation. Notre psyché, elle est considérée défaillante parce qu'elle est négative. Par contre, qu'est-ce qui dit que notre psychologie, que notre psyché est négative? C'est les remarques qui viennent de l'extérieur. Paradoxalement, ça rend notre état de bonheur individuel encore plus tributaire des autres, qui lui est une contingence extérieure, qui devrait normalement compter que pour 10%. C'est vraiment, vraiment particulier comme manière de penser. Et à tel point que, malgré le fait que cette rhétorique-là soit à ce point simpliste, il y a de l'argent qui se fait là-dedans, ça engrange
on assiste dans le fond au développement de phénomènes qui sont très louches, très difficiles à appréhender de par leur simplicité. Avant d'aller dans je pense que tu t'en vas justement vers l'espèce d'industrie autour de ça, puis l'argent. La capitalisation, ouais. Il y a quand même de quoi. Une autre faire justement de cette façon de penser là, c'est. On peut pas tout le temps être heureux. Puis il faut pas non plus. Ben non, mais on peut juste pas. Ben non, effectivement. On a besoin d'avoir des bouts plus neutres pour apprécier les moments de bonheur, puis les malheurs arrivent, puis c'est correct, puis il faut vivre avec ça. C'est ce qui nous a permis d'évoluer comme espèce humaine, puis de se rendre où on est aujourd'hui, c'est de faire face à ça. Ça valide justement toutes nos émotions, tu sais. Ben c'est ça. Fait que je comprends même pas qu'on ait pu aller aussi loin dans le développement d'une idéologie qui fait aucun hostie de sens. Parce que la psychologie positive, en fait, elle encourage un certain travail sur soi qui ne passe juste pas par tout ce qui est associé ou stigmatisé, ce qui est taxé, disons, de négatif. Et je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus parce qu'il y a un creuset très fertile de réflexion à avoir là-dessus. Mais, disons, juste pour revenir sur le plan de tu mentionnais justement la capitalisation autour de ça, tout le travail qu'on fait sur soi, que les entreprises et les champs de la psychologie positive vont valoriser, c'est-à-dire l'autorégulation personnelle des émotions, la résilience, la flexibilité dans un cadre entrepreneurial, ça participe dans le fond au développement d'une industrie qui effectivement capitalise sur le bonheur. Toutes ces notions-là de résilience, donc c'est-à-dire de cultiver une manière de bien réagir face à par exemple des changements structurels au sein de l'entreprise, par exemple des mises à pied. La flexibilité, c'est-à-dire de pouvoir rebondir sur une mauvaise nouvelle pour la transformer en opportunité. L'autorégulation des émotions pour ne pas propager la négativité face à une mauvaise nouvelle. Tout ça participe donc au développement d'une industrie, mais dans, disons, le cadre plus quotidien. Et c'est là où ça devient encore plus pernicieux parce que dans les 10 dernières années, à quel boom phénoménal on a assisté, c'est celui des réseaux sociaux, c'est celui des développements d'applications sur nos téléphones mobiles. Et ça a engendré une catégorie. Je ne sais pas si c'est considéré comme une catégorie psychologique, mais en tout cas, le néologisme en lui-même est très, très intéressant. On observe l'apparition d'apicondriaques. Oh boy. Les apicondriaques, ce seraient des personnes qui font du bien-paraître émotionnel un objectif de vie quotidien. Qui, à la base cette manière-là de réagir, elle est à la base de la conception du bonheur favorisée par la psychologie positive. On peut penser entre autres aux influenceurs sur Facebook qui vont sur Facebook, Instagram, puis tout ça, là, Instagram qui est vraiment un moteur pour justement le paraître, qui va favoriser justement les gens qui vont faire la promotion de soi, puis des trucs comme ça, puis qui vont encourager les autres à les suivre dans une espèce de quête. Ouais, de quête, puis de idéalisation, puis tout ça, puis c'est extrêmement néfaste. Mais c'est intéressant que tu mentionnes justement les youtubeurs, les influenceurs, tout ça, puis leur rôle dans l'effervescence des réseaux sociaux, parce que c'est à la fois un symptôme et un catalyseur de ce phénomène-là des apicondriaques. C'est un symptôme parce que ça illustre le développement de cette culture-là, de la recherche du bien-paraître émotionnel lié au bonheur, mais c'est aussi un catalyseur parce qu'ils nourrissent la culture auprès de cette culture-là, ils nourrissent de cette culture-là leurs ouailles, leurs auditeurs, les abonnés. On n'est pas en train je ne veux pas donner l'impression de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais le fait est que ça participe malgré tout
à l'effervescence de cette culture-là. Un autre exemple, c'est, c'est un exemple beaucoup plus technique, c'est, si je vous dis l'application Happify, est-ce que ça vous dit quelque chose? Aucunement. Non. Happify, c'est une application qui a aujourd'hui, en 2019, donc un petit peu plus de 3 millions d'utilisateurs. L'application téléchargeable sur toutes les plateformes de téléphone mobile, elle coûte 11,99$. Il y a encore du monde qui paye pour des apps. Hein? Ah ben oui. C'est cher. C'est cher. 11,99$ pour que l'application prenne en charge le suivi de ton développement d'indices du bonheur. Comment l'application fonctionne, c'est qu'il y a un questionnaire. Lorsqu'on télécharge l'application et qu'on se crée le profil à l'intérieur de l'application, notre profil, on est soumis à un questionnaire pour préciser les objectifs personnels à appliquer au cœur de différentes démarches proposées par l'application. Ça, c'est assez intéressant. Par exemple, quand surmonter les pensées négatives, mieux composer avec son stress, se motiver pour réussir, etc., etc. Tout ce qui est phénomène de motivation, de développement personnel. Puis, je reviens avec ton exemple des points pour les 4 maisons de Poudlard. Oui. Ben, Happify fonctionne sur un système d'attribution de points. Ça m'a fait beaucoup penser à ce que Samuel nous a raconté sur la ludification, ça. Ouais, non, c'est ça, ça crée quelque chose d'extrêmement addictif. C'est sûr. Mais ça rentre dans la logique de la quantification du bonheur. Non. Et Tu veux performer. Non seulement tu veux performer, mais tu veux pas performer tu veux pas juste performer que ce soit observable d'un point de vue individuel. Tu veux un chiffre. Ouais. Non seulement tu veux un chiffre, mais tu veux le partager, ce chiffre-là. Ben, sans avoir fait ça. Parce que l'application possède une forme de réseau de partage et c'est une activité qui est même recommandée par l'application, de partager les données émotionnelles avec les autres utilisateurs, ce qui crée, d'une part, l'illusion d'une communauté axée autour de la recherche du bonheur, avec laquelle on pourrait entrer en relation, et qui inciterait à la compétition. Le but du jeu, c'est de savoir c'est qui va être le plus heureux. Non, je suis tanné. Non. On enregistre juste ça, là, on est le lundi 18 mars. Vendredi passé, il y a les jeunes qui marchaient dans les rues pour les changements climatiques, puis disaient que c'était assez, puis c'était beau, puis là, je veux pas habiter cette planète-là. Je suis désolé, Marc. Non, mais quand t'es rendu que tu te bats pour dire non, c'est moi le plus heureux. C'est moi le plus heureux. Tu sais que tu te bats, là. Bizarre. Mais ce que tu dis, Marc-André, je te dirais que c'est à la fois... Bon, effectivement, ça illustre d'une part très très bien comment la psychologie positive fait un déni drastique et virulent du potentiel des émotions dites négatives. Parce que, comme vous disiez tantôt, on peut pas toujours être heureux dans la vie. Le bonheur, c'est pas un état. Le bonheur n'est pas une vertu. On peut être heureux en étant vertueux, mais le bonheur n'est pas une vertu. L'existence humaine, derrière son histoire, elle est animée par des forces vives qui, d'une manière ou d'une autre, sont de l'ordre de l'affect. Dans tout phénomène historique, dans tout mouvement historique, à la base, il y a des émotions. Puis, aux dernières nouvelles, ces émotions-là, elles n'étaient pas toutes bisounours, My Little Pony et compagnie. Là. Mais il faudrait peut-être essayer justement un mode de pensée complètement axé sur le bonheur où ça serait justement My Little Pony all the way. Vraiment y aller, là. Toute la shebang, on va jusqu'au fond. Là. Ben, ça me fait penser au jeu vidéo Happy Few. Oui. Qui a été développé par Montréal, par des Québécois, qui est sorti l'an dernier, qui était pas mal comme jeu quand même, mais qui est justement une espèce de Londres alternative dans les années 50, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Les années 60 en fait, où les nazis ont gagné, puis en fait tu te retrouves avec une partie du territoire britannique qui est complètement isolée puis fermée. Et dans les villes, tout le monde prend une drogue qui s'appelle la Joy et qui te rend toujours heureux. Puis si t'es pas sur ta drogue, tu te fais arrêter, tu te fais tuer, tu te fais mettre dans un camp de rééducation pour devenir heureux, tu te fais mettre à l'extérieur des villes avec du monde pour qui, et là c'est des trucs du jeu pour qui justement la drogue commence à ne plus faire effet. C'est complètement orwellien.
Ouais, complètement, totalement. Les références à Orwell sont claires dans le jeu. Sont là. Le style visuel du jeu est excellent d'ailleurs quand on voit la vision du monde sur la drogue et celle qui est pas sur la drogue, c'est reflété dans l'aspect visuel du jeu. Oui, Happy Few, ça s'appelle. Oui, Happy Few. C'est pas un jeu parfait, mais en termes visuels, en termes d'idées, c'est excellent. Il y a un potentiel incroyable là-dessus. Mais ce que tu me dis là, ça me rappelle, je me permets de faire un autre lien de nature culturelle, ça me rappelle beaucoup Equilibrium, le film qui est sorti au début des années 2000 avec Kristen Bell puis Sean Bean, je pense, qui doit un principe... Spoilers, il meurt à la fin, c'est Sean Il meurt au début. C'est vrai. Mais oui, donc oui, puis le principe c'est exactement la même chose. Pour supprimer les émotions qui sont véhicules de changement social et donc de désordre, de chaos. De désordre, de chaos, d'histoire tout simplement. Ce qu'ils prennent, c'est une pilule qui supprime carrément les émotions. Et on supprime tout ce qui peut également engendrer une émotion. Tout à fait. Et je peux pas m'empêcher de faire un parallèle, disons, un peu dystopique. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, peut-être un petit peu trop extrapolé, mais le phénomène de la psychologie positive fait ça dans une très très moindre mesure dans le déni qu'il fait du potentiel des émotions négatives. Pour reprendre ton exemple, Marc-André, oui, effectivement, le 15 mars dernier, on était 150 000 dans Montréal à défiler pour militer contre l'inaction gouvernementale dans la lutte contre les changements climatiques. Ce qui est à la base de cette lutte-là, c'est une émotion négative. C'est la peur. C'est la peur engendrée par l'incertitude du futur. Pour prendre un autre exemple, peut-être même encore plus tangible, je serais très curieux de voir comment les luttes féministes auraient pu être menées s'il n'y avait pas eu le concours de la colère et de l'indignation. Ouais, non. C'est ça, j'avais pas fait ce lien-là, je trouve ça brillant. Ouais. Exactement. Parce que, dans le fond, c'est ça. Ça paraît tellement que c'était clair que c'était une gang de vieux hommes blancs qui ont tous fait ça. Là. Eux autres, c'est comme, ils sont en haut de la pyramide, pis c'est comme, on a juste à être heureux, c'est facile de même, pis chialez pas, pis faites pas. Ouais. Et c'est pour ça que les preuves données par les preuves incarnées par les résultats de la psychologie positive, de toute évidence, selon les quelques auteurs que j'ai lus pour monter ma chronique, ces personnes-là, c'est des personnes dont la vision du monde se rapporte à celle c'est des fondateurs et des fondatrices de cette psychologie positive-là. Donc, tout du monde qui ont évolué ou qui ont embrassé la philosophie néolibérale. Tout du monde dans le 1%. Tout du monde probablement dans le 1% ou qui partagent à tout le moins les affinités idéologiques. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça qui rend la chose encore plus perverse. C'est précisément parce que la psychologie positive se présente comme une science apolitique qu'elle peut devenir un outil idéologique extrêmement efficace. Bullshit, c'est bon, c'est de l'économie. Non, c'est ça. Économique pour s'enrichir, mais non, on est apolitique. On vous le promet. Absolument. Bien sûr. C'est ni pour ni contre, bien au contraire. Et 10 points. Merci. Mais à mon sens... Point de bonheur. J'ai plus de points que toi, Simon. Donc, plus heureux. Fait que t'es plus triste. Sors d'ici. Et là où, à mon sens, là, j'entre plus dans l'analyse personnelle, là où, ce qui, à mon avis, vaudrait un prix de démérite à toute l'institution de la psychologie positive, c'est de voir à quel point, en 20 ans, à peine, la psychologie positive s'est appropriée un objet de pensée, le bonheur, qui était un objet de pensée avec un très très grand bagage historique lié à la philosophie. Mm-hmm. Le bonheur est un objet de pensée philosophique depuis des millénaires. Ouais. Mm-hmm. Quand on pense à la philosophie du bonheur, on pense à Sénèque. On pense à Kant même qui a élaboré. Adam Smith a fait une théorie des sentiments moraux. L'une des autrices à moi laquelle je pense lorsque je pense au bonheur, c'est Émilie du Châtelet qui était la compagne de Voltaire, qui a écrit un très très beau discours sur le bonheur au 18e siècle. Pour vrai, je recommande à tous nos auditrices et auditeurs d'aller lire ce texte-là. Donc, c'est un objet de pensée qui a une très très longue histoire sur le plan de la réflexion philosophique. Et de voir comment
un domaine aussi éparpillé que la psychologie positive est arrivé à pervertir en aussi peu de temps un objet de pensée aussi, permettez-moi le terme, noble, moi ça me renverse. Et il suffit de voir comment les gens ont échafaudé donc tous les Martin Seligman, Richard Layard, qui est un très très grand subventionnaire des initiatives de psychologie positive, comment ces gens-là ont réussi à échafauder toute une théorie autour de ça pour pervertir ça. On en discute depuis bientôt 1 heure. Ça a des effets extrêmement tangibles parce que 10%, considérez que seul 10% de notre vécu donne un indice dans le fond sur l'impact des contingences extérieures sur notre bonheur. Moi j'appelle ça un danger. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et pour terminer sur une note qui peut-être va nous aider, peut-être pas à nous mettre un sourire sur nos lèvres, mais à tout le moins à penser ça de manière, disons, plus nuancée. Il y a un philosophe français qui j'ai un genre de relation amour-haine qui s'appelle Jacques Derrida, qui vers la fin de sa vie, dans un entretien avec Jean Birnbaum, a dit cette phrase. C'est quelques phrases, profitez-en, c'est peut-être l'une des seules phrases de Jacques Derrida qui revêt une quelconque forme de compréhension facile. Jacques Derrida dit dans cet entretien-là, « Si la philosophie avait pour but de nous apprendre à mourir, ce serait un échec. Ce serait un échec depuis toujours. L'absolu de la mort reste irréductible, mais peut-être en apprivoisant, en acceptant la pensée de la mort, pouvons-nous apprendre à vivre enfin. » Pour preuve que le bonheur, lorsqu'on y réfléchit bien, peut être effectivement une manière de cultiver un art de vivre, mais si on le fait, ce n'est pas au prix des contingences extérieures. Ce n'est pas au prix de la responsabilité excessive prise sur soi-même, c'est au prix d'un art de vivre qu'on cultive, pour conclure de manière très kitsch, mais en harmonie avec le monde. Oh, je vais pleurer. Ouais. Je suis encore en tabarnak, mais... Je le suis aussi, t'inquiète pas, je bouillonne à l'intérieur de moi. L'ordre, fuck l'autorité. Qu'ils prennent donc leur responsabilité. Il veut tout le temps qu'on la prenne, je pense qu'ils... Ouais. Je pense qu'en haut, ils ont besoin de la prendre un peu plus, puis on vit dans une société, puis c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire la révolution. Pour ça, Soyons punk. Soyons punk. Soyons punk. Soyons punk. Vive les punks. Vive les punks, pour vrai. Vive les punks. Sur ces belles paroles, merci beaucoup Clarence. C'était vraiment intéressant comme sujet. J'ai vraiment aimé ça, même si je suis pas content en ce moment. Mais pour vrai, non mais pour vrai, on est un peu découragé, mais ouais, on en met aussi là. Oui, effectivement, mais j'encourage toutes nos auditrices et tous nos auditeurs à réfléchir là-dessus pour justement éviter ces pièges-là. Ouais, totalement. Parfait, ben merci beaucoup Clarence. Ça fait plaisir. Merci encore Simon d'avoir été là cette semaine. Ben merci, ça fait plaisir de m'avoir accueilli. Ben on est très contents, c'était une très belle discussion. Yes. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous rappelle que l'émission est disponible sur Spotify, Google Play, Podbean, YouTube et Apple Podcast. Sur Apple Podcast, très important de nous laisser 5 étoiles et des commentaires pour qu'on monte dans le classement et que ça nous donne plus de bonheur. Plus de bonheur. On a aussi une page Facebook 10 points que je vous invite à liker, partager. Je suis rendu à 20 points de bonheur ce soir. Moi j'ai 0 puis ma mère est morte apparemment. C'est le chaos total ma vie. Mais c'est ton exemple, c'est ta faute. Oui, je sais, c'est ma faute. C'est à toi d'y penser pour travailler là-dessus. Sois résilient pour vrai. T'es trop négatif en ce moment. C'est pas de la faute à Clarence qui est injuste dans sa distribution de points. Là. C'est pas ça. Fait que merci tout le monde, on se dit à la semaine prochaine. Salut! Au revoir.